L'OVNI a incroyablement augmenté. Les extraterrestres se sentent-ils menacés? Je dis à mon époux, ils ont bombardé New York. De nombreux ovnis ont été signalés au-dessus de laboratoires gouvernementaux. Ce n'est pas vraiment une théorie, parce qu'ils le font déjà. Il existe même des témoignages signalant la destruction d'ovnis au-dessus des laboratoires de Brookhaven et Lawrence Livermore. Un de nos témoins dit avoir vu des lasers tirés depuis Livermore. Nous détenons des vidéos choquantes Et c'est parti. qui montrent apparemment un ovni en fumée. Nous détiendrions la première preuve d'un crash d'OVNI de toute l'histoire américaine. Avons-nous la preuve ultime? Ce type a une housse mortuaire dans les mains. Sommes-nous surveillés par des appareils extraterrestres? Que ce soit des ballons, des drones, des appareils expérimentaux, je veux bien, mais j'ai vraiment besoin de savoir ce que c'est. On a des documents assez exceptionnels provenant d'une personne qui a filmé le ciel de Long Island depuis la côte sud du Connecticut. Sur ces images, on voit d'étranges lumières flotter au-dessus de Long Island. Ça me rappelle le fameux crash de 1992 au-dessus du parc forestier de South Haven, où apparemment le laboratoire national de Brookhaven était impliqué. En 1992, un ovni se serait écrasé dans un bois de Long Island qui ne se trouve qu'à 8 km à peine au sud du laboratoire national de Brookhaven. Et ce n'est pas anodin, parce que les centres de recherche nucléaire attisent depuis longtemps la curiosité extraterrestre. Le laboratoire de Brookhaven est un centre de recherche scientifique des plus avancés qui soient. C'est clair, ils sont à la pointe de la recherche sur les collisionneurs atomiques. Et ils ont créé le premier réacteur nucléaire en temps de paix. Il existe 21 laboratoires de recherche à travers les États-Unis, et parmi eux, les deux plus avancés du pays et du monde, Lawrence Livermore et Brookhaven. La plupart des innovations concernant le laser à particules, la fusion magnétique et les armes nucléaires proviennent de ces deux structures. Quand la bombe a explosé, cette énorme explosion nucléaire était comme une alarme pour eux. Les habitants d'une autre planète étaient à l'écoute et ont entendu notre signal. Il suffit de se référer à l'activité extraterrestre recensée après que les bombes aient été lâchées au Japon. Et depuis, ils nous surveillent. Les recherches sur le nucléaire ont débuté dans les années 40. Et comme par hasard, les signalements d'OVNI se sont décuplés depuis. De Hanford dans l'État de Washington à White Sands, au Nouveau-Mexique, en passant par les sites d'essai du Nevada, les évolutions et découvertes technologiques sont en permanence accompagnées de signalements d'OVNI. Qu'est-ce que les ovnis font à côté de ces centres de recherche? Je pense qu'il est temps d'être proactif et d'essayer de les surveiller au lieu de faire l'inverse. Le laboratoire national de Brookhaven fait partie des pionniers dans la recherche énergétique depuis 60 ans. C'est la première structure à avoir construit un réacteur nucléaire en temps de paix. Pendant des années, les recherches au sein de ce laboratoire étaient consacrées au développement de l'énergie atomique. 6 prix Nobel y ont travaillé. La structure est équipée d'un des plus grands accélérateurs de particules au monde. Le travail effectué ici est à la pointe de la technologie. Donc si des civilisations extraterrestres s'intéressaient à notre faculté à défier ou menacer des galaxies distantes, elles surveilleraient logiquement Brookhaven. Je suis ni chasseur d'ovnis, ni spécialiste de l'aviation. Je suis juste une personne qui fait attention aux objets qui nous survolent et qui apparaissent dans le ciel de Long Island, ce qui semble n'intéresser personne. Enchanté. Bienvenue. Après avoir repéré d'étranges lumières dans le ciel de Long Island, Mark s'est décidé à le filmer très régulièrement. Il marque l'emplacement de chaque apparition sur une carte et prend des notes très précises afin de tenter de découvrir la source de ces lumières.
Au début, elles apparaissaient dans la zone de la baie de Smithtown, juste au nord du parc forestier de Sunken Meadows. Elles restaient immobiles pendant de longues périodes, puis changeaient de position de temps à autre, mais la plupart du temps, elles ne bougeaient pas pendant des heures. Ces appareils ne clignotent pas, ils ne projettent que des lumières fixes, on dirait de petits soleils, allumés en permanence. Quand ces appareils commencent à se déplacer, on dirait une chorégraphie, ils échangent leur place. Et quelles sont les meilleures images d'après vous? Celles que j'ai filmées au-dessus des îles de Norwalk. Ces appareils flottaient très bas. Ils longeaient l'île et ils disparaissaient derrière les arbres. Vous avez déjà obtenu une assez bonne vision de ces lumières pour en discerner une forme? Grâce à mes jumelles, j'ai pu voir que c'était un appareil en forme de losange avec 2 phares avant. Le mouvement des lumières décrit par Mark correspond à celui d'une opération de surveillance. Les appareils se meuvent suivant des schémas planifiés, flottent sur les lieux et ne semblent pas pressés de les quitter. Il nous faut plus d'informations concernant ces objets volants et découvrir s'ils surveillent le laboratoire national de Brookhaven. Pourquoi sortez-vous autant pour voir les lumières? Que ce soit des ballons, des drones, des appareils expérimentaux, je veux bien, mais j'ai vraiment besoin de savoir ce que c'est. Comme Marc, je veux découvrir ce qui émet ces lumières. Elles ont beau ne pas clignoter comme celles d'un avion traditionnel, il y a tellement d'aéroports proches de Long Island que je veux vérifier s'il y a corrélation. Terence Mason est vidéo-analyste et sa spécialité est de découvrir la vérité des images. La plupart des vidéos d'OVNI qu'il analyse sont brèves et instables. Mais les vidéos de Mark sont différentes, car il détient des heures d'images méticuleusement classées. Il prend soin d'enregistrer le lieu de la prise de vue et prend beaucoup de notes intéressantes. Je dirais que c'est un témoin fiable. Nous avons ici un grand nombre de ces lumières. Ce qui est récurrent sur la plupart de ces vidéos, c'est que ces lumières sont stationnaires ou alors très lentes. Ce qui est assez effrayant, c'est que lorsque vous passez les images en vitesse accélérée, on a l'impression que ces lumières dansent et se déplacent selon des schémas préconçus, se suivent les unes les autres. C'est très intriguant. La première chose à faire quand on analyse une vidéo, c'est d'établir ce que j'appelle la ligne de vue. Où est le caméraman? Quel est son angle de prise de vue? Quel est le panorama et quelle zone il couvre? Cette carte synthétise les vidéos de Mark. Il a filmé sur 6 points le long de la côte sud du Connecticut. J'ai repéré ces points de vue. J'ai ensuite localisé tous les aéroports locaux et 6 de ces 7 lignes de vue sont dirigées vers d'énormes aéroports internationaux, tels que Republic, JFK et LaGuardia. Comme vous le voyez sur cette vidéo, on dirait un genre d'embouteillage aérien et les avions semblent attendre pour atterrir sur une piste. Est-ce que toutes les vidéos comme celle-ci filment des couloirs aériens? Non. Voici la vidéo la plus intéressante. Nous avons les mêmes réglages de caméra, les mêmes effets et une lumière forte qui semble suspendue dans les airs. Regardez. Wow. Je dois l'avouer, c'est vraiment très étrange. On peut voir à quel point ces appareils se déplacent rapidement et suivent tous un plan de vol identique. Ils flottent quelque temps, puis disparaissent derrière des arbres et un autre prend la place du premier, et ainsi de suite. Ils suivent exactement le même plan de vol. Cette dernière vidéo ne correspond en rien aux caractéristiques d'un appareil de vol commercial. Et la ligne de vue est différente, puisqu'elle est dirigée vers la zone de Norwalk et longe la côte, où il n'y a aucun aéroport.
On ne peut pas les identifier grâce aux caractéristiques qui nous ont permis d'identifier les appareils des autres vidéos. Ils sont donc non identifiés. La dernière vidéo de Mark nous montre des appareils qui apparaissent à une quarantaine de kilomètres du laboratoire national de Brookhaven, volant suivant un plan de vol répété qui suggérerait un tour de garde. Brookhaven a un long passé dans la recherche énergétique et peut-être aussi un tout aussi long passé à être surveillé par les ovnis. Pour en avoir le cœur net, nous avons recensé les signalements d'incidents suspects. Et l'un d'eux a particulièrement retenu notre attention. Un crash signalé près du laboratoire national de Brookhaven datant de novembre 92. Je suis Denise Gazowski. Dans la soirée du 24 novembre 1992, j'ai vu une étrange lumière éclairer l'intégralité du ciel. Il était 19 h environ, et puisqu'on était au mois de novembre, il faisait déjà complètement nuit. Et d'un coup, il faisait aussi jour que maintenant. Après ça, nous avons remarqué que les lumières dans les zones avoisinantes, dans les maisons, étaient toutes éteintes. Les gens sont sortis de chez eux, et les témoins semblaient pointer en direction du parc de South Haven. Le ciel est resté éclairé combien de temps? Dans les 10 secondes, assez longtemps pour ne rien comprendre de ce qui se passait. J'ai même dit à mon mari qu'il venait sûrement de bombarder New York. Depuis cette soirée, j'ai entendu énormément d'histoires concernant ce qui se serait passé au parc forestier de South Haven et dans les environs. Nous sommes avec Denise Gazowski, témoin qui a vu un énorme flash traverser le ciel le 24 novembre 1992. L'exacte même nuit où un appareil non identifié se serait écrasé dans le comté de South Haven, à 8 km seulement du laboratoire de Brookhaven. Tout le voisinage était dans le noir. Nous avons questionné la compagnie d'électricité et on nous a répondu qu'aucun problème n'avait été signalé cette nuit-là. Or, il y a eu une coupure de courant. Oui. Alors la compagnie d'électricité ne dit pas la vérité. Exactement. Je suis convaincue que quelque chose a été dissimulé au public. Parler à Denise a été très intéressant parce que son récit tient la route. Un événement anormal s'est produit cette nuit-là. De vives lumières dans le ciel, une coupure d'électricité dans tout le voisinage et un crash est signalé. Nous avons donc de vraies informations qui nous apprennent qu'un phénomène étrange s'est déroulé dans le coin. On peut facilement justifier la coupure, à la rigueur. Mais comment expliquer cette lumière dans le ciel ? D'après Denise et d'autres témoins, quelque chose a produit un énorme flash de lumière dans le ciel en 1992. Certains pensent qu'un ovni, exerçant une surveillance du laboratoire de Brookhaven, aurait été détruit en plein vol et ses débris seraient tombés sur le parc forestier de South Haven. Même si le parc a immédiatement été interdit au public, il pourrait toujours y rester des traces ou des preuves compromettantes. C'est ici que c'est arrivé? C'est dans cette zone que c'est arrivé. C'était un champ de débris, car l'appareil avait été détruit dans les airs. Steve Lavarone et Tony West sont des vétérans de l'enquête sur les ovnis à Long Island. Accompagnés d'autres membres du MUFON, ils ont enquêté sur le crash en 1992. Si des personnes peuvent nous éclairer sur cette affaire, c'est bien eux. Nous avons des témoins qui disent avoir vu un objet de forme cylindrique tomber du ciel. Il tournait sans véritable trajectoire définie. Et en arrivant au-dessus du parc, il s'est immobilisé et a explosé en plein ciel. Voici les informations que nous détenons pour l'instant. La vidéo de plusieurs appareils qui pourraient être en train de surveiller le laboratoire depuis le sud-ouest. Et dans cette zone, nous avons le témoin oculaire Denise Gazowski qui décrit un flash d'une dizaine de secondes en novembre 1992. Et nous avons maintenant des témoignages additionnels qui ont signalé un appareil non identifié explosant en plein vol et créant une pluie de débris au-dessus du parc. Est-ce que cet appareil pourrait être du même type que ceux filmés par Mark ? Qui serait contacté en premier pour agir sur une zone de crash? Les pompiers de Hagerman ont été contactés et ils étaient les premiers sur les lieux. Ensuite, la police du comté de Suffolk est arrivée.
Ils ne laissaient entrer que les chercheurs du laboratoire de Brookhaven dans le parc. Et tous les autres pompiers ont été évacués du périmètre. Ils ne pouvaient pas entrer. Et pourquoi ça? La police les en a empêchés. Et 40 minutes plus tard, des hommes en combinaison noire arrivent vers les policiers de Suffolk et leur disent de quitter les lieux immédiatement. C'est un beau rebondissement dans cette histoire. Pour quelle raison l'équipe de pompiers du laboratoire de Brookhaven aurait eu un accès spécial sur les lieux du crash cette nuit-là? C'est ce que les témoins ne comprennent pas. D'après les témoins, les débris ont été transportés sur une remorque entièrement couverte d'un genre de bâche militaire. Donc avec une telle quantité de débris, combien de temps d'après vous ils ont mis à nettoyer le périmètre? Ils l'ont fait en 2 jours. Et vers la fin du deuxième, ils avaient élargi les routes pour que les camions puissent aller et venir sur la zone. Vous voulez dire qu'ils ont élargi les routes? On ne s'en est aperçu qu'une fois qu'on a vu les routes de nos propres yeux. Ce cas a plus de 16 ans et il serait intéressant d'avoir encore plus de témoignages. Nous détenons de nombreux rapports signalant la fermeture des routes, un comportement étrange de la part des autorités sur place et une compagnie d'électricité qui affirme qu'il ne s'est rien passé d'anormal. C'est un complot au millimètre ou un non-événement? On va devoir creuser. Un pompier a filmé toute cette activité. Et après les événements, il a laissé la cassette dans notre boîte aux lettres. Il ne veut pas dire qui il est, mais veut nous montrer ce qui s'est passé. Alors Steve, montrez-nous la vidéo. Allons-y. Qui a le DVD? Steve, La voici. expliquez-nous Steve. C'est parti. Vous voyez ce gros tas de débris? Oui. Juste ici en flammes? Vous voyez comme le caméraman fait un zoom? Dans quelques secondes, vous allez voir 2 gars. L'un d'eux pose une housse mortuaire. Et il retire quelque chose à côté de cet arbre. C'est très intriguant. Il y a des hommes qui s'activent avec des housses spécialement utilisées afin de recouvrir des corps. Si un crash a bien eu lieu, ces hommes étaient en train d'essayer de dissimuler des corps d'extraterrestres. Si tout ça est bien réel, nous détiendrions la première preuve d'un crash d'OVNI de toute l'histoire américaine. La cassette vidéo du supposé crash d'OVNI a été déposée par un anonyme dans la boîte aux lettres de nos enquêteurs. Nous ignorons si elle a été trafiquée ou pas, et sans plus d'informations, nous ne pouvons en prouver la véracité. Pour trouver la vérité, nous devons rencontrer le premier à être apparu sur les lieux, afin qu'il nous raconte ce qui s'est réellement passé. En novembre 1992, des membres de l'équipe ont répondu à un appel signalant de la fumée dans la zone, donc un incendie potentiel. Le chef ambulancier de la compagnie d'ambulance de South Country, Greg Miglino Jr., était de service la nuit du 24 novembre 1992. Si accident ou crash il y a eu dans la zone du parc de South Haven, son ambulance l'aurait couvert. Je ne me trouvais pas trop loin, donc je m'y suis dirigé. Il a été signalé ensuite par la police du parc, mais aussi par la police du comté de Suffolk. Officiellement, c'était simplement des campeurs qui se trouvaient dans la zone. Donc on vous annonce à la radio qu'il n'y a plus besoin d'unités dans la zone. On ne nous a pas clairement dit de partir, mais une fois qu'on a entendu que c'était des campeurs, on a laissé tomber. Ce parc forestier n'est pas un parc national, mais un petit parc de comté dans la banlieue de Long Island. Et imaginez, en pleine semaine, au mois de novembre, alors qu'il ne fait pas vraiment bon dormir dehors, ce lieu aurait apparemment attiré un grand rassemblement de campeurs. Imaginons un instant qu'il y ait un grave accident, du genre nucléaire. Qui s'occuperait de ça? En 1992, c'était la compétence des services d'urgence du comté de Suffolk et du laboratoire national de Brookhaven. Pourquoi Brookhaven répondrait à un accident nucléaire et serait en charge de la décontamination? Le laboratoire de Brookhaven disposait, et dispose probablement encore, d'un petit réacteur servant à tester son propre département de secours pompiers et servant à l'entraînement en cas d'urgence radiologique. Nous devons donc y aller directement. Nous avons obtenu l'accès aux infrastructures du laboratoire et partons à la rencontre d'un responsable des recherches scientifiques.
Brookhaven est un laboratoire national géré par le département américain de recherche énergétique et scientifique. Todd Satogata est physicien et responsable du groupe d'analyse des recherches sur l'accélération de particules de Brookhaven. On enquête sur une activité OVNI qui se serait déroulée dans la zone de Long Island. Notre hypothèse serait que des ovnis viennent surveiller l'activité nucléaire humaine pour voir ce que nous en faisons. Et je me demande ce que vous en pensez. Je travaille à Brookhaven depuis longtemps et je n'ai rien vu de tel. Je suis scientifique et je ne donne de valeur qu'aux preuves concrètes. Nous avons plusieurs accélérateurs de particules sur le site. Le plus récent est le collisionneur d'ions lourds relativistes et nous sommes actuellement dans la salle de contrôle de cet appareil. Ce collisionneur nous permet d'étudier la matière et les particules en produisant des collisions entre protons grâce à un champ magnétique. Le but des collisionneurs de particules est de projeter les atomes à la vitesse de la lumière, puis de les faire entrer en collision. Ces collisions libèrent des millions de particules subatomiques que les chercheurs peuvent ensuite étudier et qui nous aideront peut-être à trouver des réponses aux mystères de l'univers. Est-ce que l'énergie qui est libérée dans le collisionneur pourrait quelque part être détectée depuis l'orbite de la Terre ? Les particules qui sont projetées se désagrègent très rapidement, mais certaines d'entre elles sont capables d'effectuer de longues distances. Nos collisionneurs de particules pourraient sembler plus lumineux que le reste de la planète. Donc vos expérimentations sont repérables vues du ciel. Si vous êtes en mesure de les repérer, ce pourrait être le cas. L'accélérateur de particules de Brookhaven produit tellement d'énergie et libère tant de particules que son utilisation pourrait être repérée depuis l'espace par n'importe quel appareil équipé du matériel de détection adéquat. Peut-être que ces expérimentations ont poussé les extraterrestres à jeter un œil de plus près. Vous avez entendu parler d'un incident qui s'est déroulé à une dizaine de kilomètres d'ici en 1992 ? Un gros incendie ou quelque chose approchant ? Vous devriez parler à notre capitaine des pompiers. Il dirigeait l'équipe à l'époque et s'il s'est produit quelque chose, il y était forcément. Il pourra mieux vous en parler que moi. Des témoins ont rapporté que la brigade des pompiers du laboratoire de Brookhaven a été la seule à avoir accès au parc ce soir-là. Nous devons parler aux membres de cette brigade pour qu'ils confirment ou infirment les dires des témoins. Il ne s'est rien passé, pour être honnête. Le 24, j'ai le registre ici, et il n'y a rien d'inhabituel. Pas d'appel inhabituel, et la brigade du laboratoire, tout comme les équipes du laboratoire, n'ont jamais quitté le site cette nuit-là. Je suis formel. Chuck Lassala est l'actuel chef de la brigade de pompiers du laboratoire de Brookhaven. Cela fait 33 ans qu'il occupe ce poste et devrait donc savoir ce qui s'est déroulé en novembre 1992. Il n'y a aucune mention dans votre registre d'un crash ni même d'un incendie. Est-ce que ça signifie pour autant qu'il n'y a pas eu d'incendie dans le parc de South Haven cette nuit-là? Il serait forcément mentionné dans ce registre. Je ne savais même pas qu'il y avait eu un incendie dans le parc cette nuit-là. Je vous le répète, nous ne sommes pas intervenus dans le parc de South Haven ce soir-là. Si vous étiez impliqué dans un genre d'opération qui aurait à voir avec la sécurité nationale, est-ce que ce serait effacé de votre registre? Et quelque part, vous seriez contraint de ne pas en parler? Je vais vous répondre oui, mais franchement, que les gars de la caserne gardent un tel secret pendant 17 ans, je n'y crois pas trop. Dans une caserne, vous savez, on aime à se vanter. Et pour que rien n'ait filtré pendant 17 ans, c'est que le secret est vraiment béton, ou qu'il ne s'est rien passé. Donc si feu il y a eu à South Haven 17 ans auparavant et que nous nous rendons sur les lieux, vous nous conseillerez de chercher quoi? 17 ans, ça remonte à très longtemps. Sachant qu'il y a eu d'autres incendies depuis, il n'y a aucune chance pour que vous trouviez quoi que ce soit au sol dans cette zone. Jetez peut-être un œil sur la cime des arbres, mais je vous le répète, 17 ans, c'est beaucoup de temps et vous allez perdre le vôtre. Le capitaine Lassala nous a confirmé que la brigade de pompiers du laboratoire n'est jamais intervenue pour un crash dans le parc forestier de South Haven. Nous avons tout de même décidé de retourner sur les lieux afin de chercher des preuves. Pour cela, nous avons contacté un archéologue médico-légal, Garth Baldwin.
Je vais surtout examiner la forme du sol, la terre, la végétation et toutes les indications environnementales qui pourraient nous mener à la conclusion que vous soutenez. Il devrait y avoir une route ici. Nous allons donc nous concentrer sur les modifications du sol et de la végétation qui ne semblent pas naturelles. Qu'en pensez-vous? Au premier coup d'œil, la végétation sur cette étendue d'une dizaine de mètres a une quinzaine d'années. Et ces arbres ne doivent en avoir que 5 ou 10. Et regardez là-haut, je vois une branche cassée de forme assez anormale. Il y a beaucoup d'éléments cassés. Si Garth a raison, alors il devrait y avoir des signes de la chute de débris sur la cime de ces chaînes. Nous cherchons donc des arbres aux branches cassées près de 20 ans après. En ce qui concerne la route, Tony et Steve nous ont dit que des équipes d'intervention avaient dû fortifier la route avant que les remorques puissent entrer et sortir du parc pour évacuer les débris. Nous cherchons des signes de cette route et il est intéressant de remarquer que partout dans cette partie de la forêt, les arbres font entre 5 et 12 mètres de haut. Et au beau milieu de cette étendue se trouvent des plus petits et jeunes arbres de 2 mètres seulement. Ça mérite d'être examiné de plus près. Qu'est-ce qui expliquerait cette différence de densité dans la zone? Il est clair que la zone a été dégagée. Et ce n'est pas à cause d'un incendie parce qu'il y resterait forcément des souches. Et il n'y a rien ici. C'est assez noir là-dessous. Il y a des traces de sable. C'est une surface sur laquelle on a roulé. Je pense qu'un peu plus loin, on devrait trouver une surface plus naturelle. C'est beaucoup moins compact. Beaucoup moins. Voilà une grosse différence. Garth a montré que le sol de la supposée zone fortifiée est plus compact et donc susceptible de supporter le poids de véhicules lourds, contrairement aux échantillons de sol prélevés plus loin. Il y a une marque au sommet de cet arbre. Il était vivant avant d'être cassé. Il a été comme décapité et il repousse. Garth m'a appris 2 choses très intéressantes. La première est qu'en regardant les cimes des arbres, on remarque que certains d'entre eux ont été victimes de chocs intenses, ce qui confirme l'hypothèse d'un objet tombant du ciel. Comme si un objet métallique était tombé du ciel. Il a touché certains arbres et pas d'autres. Nous avons vu que certains d'entre eux sont fracturés. Certaines des branches sont abîmées. Cette cime a carrément été sectionnée et pousse de nouveau. Et la deuxième chose est qu'en comparant la compacité du sol plus loin et ici, donc à 2 endroits différents mais proches, il s'est avéré qu'il n'était pas improbable qu'une remorque de l'armée soit passée par là pour évacuer des débris. Vous en pensez quoi de notre virée à Long Island? J'ai vraiment été impressionné par les images de Mark. Il est impossible de dire ce qui se trouve sur ces vidéos. C'est vrai que c'est étrange, mais est-ce que ça a un rapport avec le crash et les témoignages de South Haven? J'ai bien peur qu'on ne puisse pas vraiment faire le lien. Qu'avez-vous pensé de Brookhaven? J'ai jeté un œil sur le registre et tout avait l'air normal. Et s'ils ont dissimulé l'intervention, alors ils ont fait un très bon travail. Il faut prendre en compte les témoins qui disent avoir vu les véhicules de la brigade du laboratoire entrer sur le site. C'est clair. Je ne sais pas comment l'expliquer. Écoutez, on gèle ici. Sur la côte ouest, il fait plus chaud et il y a une autre vidéo d'OVNI au-dessus du laboratoire de Lawrence Livermore qui nous attend. La différence entre le laboratoire de Brookhaven, c'est qu'eux sont spécialisés dans les armes. Les lasers. Et les armes thermonucléaires. Voyons quelle activité extraterrestre il y a au-dessus de Livermore. J'ai hâte de savoir. Allons-y. Après avoir examiné les vidéos, les témoignages des riverains et les traces de présence d'OVNI au-dessus du laboratoire de Brookhaven à Long Island, nous allons à Altamont, à la recherche d'indices indiquant une présence extraterrestre au-dessus du plus important laboratoire de création d'armes nucléaires des États-Unis, le laboratoire Lawrence Livermore.
Voici l'endroit où j'ai travaillé pendant 17 ans. J'enseignais la physique dans le Nebraska pendant l'année et je venais ici les étés. Je travaillais sur les effets des armes nucléaires. Jack Asher n'a pas seulement enseigné la physique à l'université du Nebraska, il a aussi travaillé pendant 18 ans en tant que chercheur sur un surpuissant laser à micro-ondes dans le complexe de Livermore. Les recherches que vous effectuiez étaient classées top secret? Oui, c'était très secret, et plus on avançait, plus la sécurité était renforcée. Et dans le laboratoire, vous consacriez plus de temps à la recherche scientifique pure qu'à la recherche sur les armes. Disons que l'on passait la moitié de notre temps à étudier l'astrophysique ou la géologie, et l'autre moitié, on la consacrait à la défense. La recherche sur les armes est devenue une priorité. Ces hommes ont travaillé sur des lasers à rayons X nucléaires qui ont posé les bases des missiles du programme de défense spatiale surnommé la guerre des étoiles. Le complexe est devenu une cible pour la surveillance extraterrestre. Il y a une théorie selon laquelle une fois que l'humanité a commencé à développer l'énergie nucléaire et les armes qui en découlent, les extraterrestres ont commencé à observer les laboratoires qui s'y consacraient. C'est un fait. En Russie, par exemple, une soucoupe de 300 mètres de diamètre a flotté pendant 4 heures au-dessus d'un silo à missiles. Puis sur la base aérienne de Malmstrom, un appareil a survolé le complexe. Ce n'est pas vraiment une théorie, parce qu'ils le font déjà. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Vous êtes au courant de quelque chose à Livermore qui produirait assez d'énergie pour être repéré depuis l'espace? Il y a eu des expériences de fusion qui auraient pu attirer l'œil. Je suis curieux de connaître l'efficacité des lasers en tant qu'arme. Un laser est assez puissant pour désintégrer un missile. Après, je ne sais pas de quoi un ovni est fait, mais je suis certain que ça pourrait valoir le coup de les utiliser s'ils sont une menace pour nous. Vous pensez que les extraterrestres considèrent les lasers comme une menace? Je pense que ce pourrait être le cas. Certainement. La recherche sur les rayons à particules au laboratoire de Brookhaven pourrait avoir mené à la destruction d'un ovni. Et la mission du complexe de Livermore étant la préservation de la sécurité nationale, il est clair qu'il doit déjà être équipé de l'armement nécessaire à la destruction d'un tel appareil. Nous allons essayer d'obtenir plus d'informations. Un genre d'objet a subi des feux nourris au-dessus de Bay Area. Nous avons plusieurs témoignages signalant qu'il a survolé la mer pour ensuite s'approcher des terres, puis qu'il a explosé. Olaf Phillips est un des premiers à avoir enquêté sur le supposé crash d'OVNI de Livermore survenu en août 1998. Un de nos témoins dit avoir vu des lasers tirés depuis Livermore. Dans la nuit du 6 août 1998, des témoins vivant sur la Bay Area signalent un ovni effectuant des changements de direction abrupts, ce qui indique donc que ce ne pouvait pas être une météorite. Quelques heures après ces signalements, un étrange événement se produit dans une décharge de pneus à seulement 12 km du complexe de Livermore. Quelqu'un est venu enquêter sur la prétendue zone de crash le jour suivant ou quelques jours après les signalements? Tout le monde voulait venir ici, moi le premier. Mais malheureusement, les pneus de la décharge avaient pris feu. Et la zone était donc complètement enfumée et très toxique. Et la décharge se trouvait où avant? À un peu moins de 500 mètres d'ici. La décharge de pneus va brûler pendant 2 ans et elle sera nettoyée une fois l'incendie éteint. Toute trace de l'OVNI signalé a donc depuis longtemps disparu. Il en faut peu pour brûler de l'herbe. C'est vrai. Mais c'est autre chose que de faire flamber une telle quantité de pneus. C'est ce qui m'a intrigué pendant toutes ces années. D'un point de vue d'enquêteur, c'est un cauchemar parce que tout a disparu. C'était la couverture idéale. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais on peut le croire. Que ce soit à Brookhaven ou Livermore, nous avons des signes apparents de crash d'OVNI se produisant à proximité d'endroits où des recherches sur les hautes énergies sont effectuées. Ça pourrait suggérer que ces complexes constituent une menace pour les extraterrestres et qu'ils méritent d'être surveillés.
Ce qui est encore plus intriguant, c'est la manière dont les deux crashs ont été maquillés. Au parc de South Haven, nous soupçonnons les fédéraux d'avoir investi la zone et effacé toute trace de débris d'OVNI. Et ici, à Livermore, un feu très suspect pourrait avoir effacé les preuves du crash de 1998. Les vidéos de Mark sont une preuve de la surveillance extraterrestre. Il nous faut maintenant une preuve vidéo de présence extraterrestre à proximité du complexe de Livermore. Et il se pourrait que nous l'ayons. Bonjour Al, comment allez-vous? Bien, bien. Al Murphy est un des meilleurs vidéo-analystes de Californie. Il a travaillé chez Lockheed sur des projets très avancés et top secrets. Puis s'est ensuite spécialisé sur le décryptage de vidéos et la détection d'indices en analysant le mouvement des appareils. Cette vidéo a été filmée par un homme qui s'appelle Pablo et qui n'a pas voulu apparaître à l'image. Il se trouvait à ce moment-là à 30 km de Livermore. La première chose que je remarque, c'est que la vidéo a été prise avec une caméra à vision nocturne. Ici, on peut voir un objet très haut et très éloigné. Il donne l'impression de se déplacer très vite. Nous avons 6 lumières. Leur positionnement n'est pas celui d'un appareil connu, et elles semblent se déplacer de manière synchronisée. Si on regarde de plus près, on peut voir des étoiles entre ces lumières. Cela indique, d'après moi, que c'est un escadron et non un seul appareil. Mais un escadron de quoi? Un escadron d'appareils inconnus au bataillon. Et pourquoi pas des hélicoptères? Non, ça me semble exclu. Pour effectuer de telles manœuvres, le fait de voler en formation serrée au-dessus d'espaces aériens civils, ça ne tient pas debout. Après avoir vu ça et après cette discussion, diriez-vous que ces lumières ne sont pas conventionnelles? Je dirais que voler en formation serrée de nuit est peu conventionnel, oui. Nous recherchons un ou plusieurs ovnis qui seraient intéressés par les avancées et développements au sein du complexe Livermore. Je pense qu'il est temps de découvrir ce qui a pu s'y passer et ce qui s'y passe actuellement. Nous sommes si excités à l'idée d'une surveillance extraterrestre du complexe de Livermore que nous allons utiliser un camion ultra équipé pour scruter le ciel. C'est un engin de surveillance haute technologie, équipé d'un tas de caméras et de dispositifs qui permettront de surveiller les étoiles. Salut, entrez. Cette caméra est capable de voir au-delà du visible. Roy Mamberg est un des pionniers de la technologie thermique imagée. Nous allons scruter le ciel en sa compagnie afin de savoir ce qui vole au-dessus de Livermore. Ce ne sont pas des lumières que nous voyons sur ces images. C'est exact. L'œil humain ne peut discerner qu'une petite portion de lumière dans le spectre électromagnétique, entre environ 400 et 700 nanomètres. Au mieux, les caméras à vision nocturne, telles que celle de Pablo, doublent cette fourchette. Mais grâce à ces caméras thermiques, nous multiplions nos possibilités par plus de 1000. Si les extraterrestres opèrent en dehors de notre spectre visuel, comme l'hypothèse a déjà été formulée par de nombreuses personnes, à quel point ce matériel serait efficace dans la recherche d'appareils aériens au-dessus du complexe de Livermore? Tout ce qui émet des signaux thermiques, cette caméra le détectera. Avec l'outil que j'ai ici, je peux repérer un avion, comme en ce moment dans son couloir aérien à plus d'une 50aine de kilomètres. Si un ovni se trouve au-dessus du laboratoire et qu'il génère le moindre signal thermique, le complexe a forcément la technologie adéquate pour le repérer. Et s'il le repère, il pourrait également détenir l'arme pour le détruire. Vous allez voir le trafic aérien à l'approche de l'aéroport d'Oakland. Donc si nous continuons par là, le prochain devrait approcher. Il est juste là. Ce sont des bulles de chaleur dans le ciel. Comment pouvez-vous savoir que c'est un avion? Il suffit que je zoome un petit peu sur lui, comme ça.
On dirait un genre de cylindre, peut-être une soucoupe. On dirait, mais puisqu'il se dirige vers le sol, je vois plutôt un avion qui atterrit à l'aéroport d'Auckland. Donc, si nous voulons différencier un ovni d'un avion ou d'un hélicoptère, ce sera par rapport à son plan de vol et son mouvement. Effectivement, ce sont ces indications que j'utiliserai pour savoir de quoi il s'agit. Même équipé d'un système d'imagerie thermique avancé, nous comprenons à quel point il peut être compliqué de différencier un appareil conventionnel et un ovni. Cependant, rien ne vient contredire notre analyse des images de Mark de Brookhaven, ainsi que celle de l'étrange formation filmée par Pablo dans le ciel de Livermore. Les appareils sur ces vidéos surveillaient probablement les laboratoires. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il fait ça? Regardons de plus près, on va essayer de zoomer. Il est rapide. Ou alors il est très proche. Ce n'est qu'une hypothèse, ça pourrait être un objet volant rapide et très loin. Oui, ou il pourrait être extrêmement loin et se déplacer très vite. Dans ce cas, ce n'est pas de chez nous. Cet appareil semble suspect car il se déplace de manière trop rapide. En plus, son plan de vol et ses performances ne semblent pas vraiment conventionnels. On tient peut-être quelque chose. Certains détails montrent qu'il devrait être très proche. Ce genre de vitesse angulaire ne peut se repérer qu'à distance rapprochée. Tenir ce joystick m'a donné l'impression de jouer à un jeu vidéo de chasse aux ovnis super moderne. En guidant la caméra, j'ai vraiment eu la sensation que s'il y avait quelque chose là-haut, je le repérerais en utilisant ce système. On peut regarder de plus près. Si on zoome, voilà, on dirait qu'il y a une queue à la structure, une queue verticale à l'arrière. Je ne vois pas ce que c'est, mais selon toute vraisemblance, c'est un jet privé. S'il y a vraiment des ovnis dans le coin, ils sont dotés d'une technologie si avancée qu'ils pourraient être au courant de nos intentions bien avant qu'on ne les mette en œuvre. Un bon extraterrestre, c'est ne pas se faire voir et ne pas émettre de signaux de chaleur. Je suis très content d'avoir pu voir l'efficacité de cette nouvelle technologie. Statistiquement parlant, il y a des milliers de signalements d'ovnis chaque année. Et un d'entre eux correspond à un feu dans une décharge, un autre à un flash dans le ciel, suivi d'une coupure de courant. Est-ce que les gens inventent des histoires après un événement peu banal? Ou est-ce un vrai maquillage? Après avoir examiné toutes les preuves, je ne suis pas convaincu de la surveillance extraterrestre sur nos plus importants centres de recherche. Il y a des centaines et des centaines de signalements d'ovnis chaque année. Et des laboratoires tels que Livermore et Brookhaven sont situés dans des zones très denses en population. Et il est naturel que les témoins pensent avoir vu des ovnis au-dessus de ces structures après un événement exceptionnel. Si les gens ont été contactés par les agences gouvernementales et ont juré silence, ils ne nous diront rien du tout. Et si les rapports ont été effacés, il est clair qu'on ne trouvera aucun indice. Il faut se concentrer sur les témoignages visuels et les vidéos d'OVNI. Nous avons reçu 2 vidéos. Et aucun de nos experts n'a pu définir ce qui se trouvait dans le ciel. Quand on ajoute ces vidéos à toutes les histoires que nous avons entendues, ça ne fait aucun doute. Les extraterrestres surveillent nos laboratoires de recherche. Il y a 2 situations parallèles. 2 cas où de mystérieux appareils se sont écrasés. Et ce ne sont pas les crashs eux-mêmes, mais ce qui s'est passé ensuite qui m'intrigue le plus. Quelque chose me dit que derrière tout ça, il y a un complot de grande envergure visant à dissimuler la surveillance extraterrestre. Les détails des événements de Brookhaven et de Livermore doivent être pris en compte. Tout comme le fait que ces appareils ont été détruits pour des raisons de sécurité nationale. Ces appareils surveillaient clairement les laboratoires et se sont un peu trop approchés. Point final. L'OVNI a incroyablement augmenté. Les extraterrestres se sentent-ils menacés? J'ai dit à mon époux, ils ont bombardé New York.
De nombreux ovnis ont été signalés au-dessus de laboratoires gouvernementaux. Ce n'est pas vraiment une théorie, parce qu'ils le font déjà. Il existe même des témoignages signalant la destruction d'ovnis au-dessus des laboratoires de Brookhaven et Lawrence Livermore. Un de nos témoins dit avoir vu des lasers tirés depuis Livermore. Nous détenons des vidéos choquantes Et c'est parti. qui montrent apparemment un ovni en fumée. Nous détiendrions la première preuve d'un crash d'OVNI de toute l'histoire américaine. Avons-nous la preuve ultime? Ce type a une housse mortuaire dans les mains. Sommes-nous surveillés par des appareils extraterrestres? Que ce soit des ballons, des drones, des appareils expérimentaux, je veux bien, mais j'ai vraiment besoin de savoir ce que c'est. On a des documents assez exceptionnels provenant d'une personne qui a filmé le ciel de Long Island depuis la côte sud du Connecticut. Sur ces images, on voit d'étranges lumières flotter au-dessus de Long Island. Ça me rappelle le fameux crash de 1992 au-dessus du parc forestier de South Haven, où apparemment le laboratoire national de Brookhaven était impliqué. En 1992, un ovni se serait écrasé dans un bois de Long Island qui ne se trouve qu'à 8 km à peine au sud du laboratoire national de Brookhaven. Et ce n'est pas anodin, parce que les centres de recherche nucléaire attisent depuis longtemps la curiosité extraterrestre. Le laboratoire de Brookhaven est un centre de recherche scientifique des plus avancés qui soient. C'est clair, ils sont à la pointe de la recherche sur les collisionneurs atomiques. Et ils ont créé le premier réacteur nucléaire en temps de paix. Il existe 21 laboratoires de recherche à travers les États-Unis, et parmi eux, les deux plus avancés du pays et du monde, Lawrence Livermore et Brookhaven. La plupart des innovations concernant le laser à particules, la fusion magnétique et les armes nucléaires proviennent de ces deux structures. Quand la bombe a explosé, cette énorme explosion nucléaire était comme une alarme pour eux. Les habitants d'une autre planète étaient à l'écoute et ont entendu notre signal. Il suffit de se référer à l'activité extraterrestre recensée après que les bombes aient été lâchées au Japon. Et depuis, ils nous surveillent. Les recherches sur le nucléaire ont débuté dans les années 40. Et comme par hasard, les signalements d'OVNI se sont décuplés depuis. De Hanford dans l'État de Washington à White Sands, au Nouveau-Mexique, en passant par les sites d'essais du Nevada, les évolutions et découvertes technologiques sont en permanence accompagnées de signalements d'OVNI. Qu'est-ce que les ovnis font à côté de ces centres de recherche? Je pense qu'il est temps d'être proactif et d'essayer de les surveiller au lieu de faire l'inverse. Le laboratoire national de Brookhaven fait partie des pionniers dans la recherche énergétique depuis 60 ans. C'est la première structure à avoir construit un réacteur nucléaire en temps de paix. Pendant des années, les recherches au sein de ce laboratoire étaient consacrées au développement de l'énergie atomique. 6 prix Nobel y ont travaillé. La structure est équipée d'un des plus grands accélérateurs de particules au monde. Le travail effectué ici est à la pointe de la technologie. Donc si des civilisations extraterrestres s'intéressaient à notre faculté à défier ou menacer des galaxies distantes, elles surveilleraient logiquement Brookhaven. Je suis ni chasseur d'ovnis ni spécialiste de l'aviation. Je suis juste une personne qui fait attention aux objets qui nous survolent et qui apparaissent dans le ciel de Long Island, ce qui semble n'intéresser personne. Enchanté. Bienvenue. Après avoir repéré d'étranges lumières dans le ciel de Long Island, Mark s'est décidé à le filmer très régulièrement. Il marque l'emplacement de chaque apparition sur une carte et prend des notes très précises afin de tenter de découvrir la source de ces lumières. Au début, elles apparaissaient dans la zone de la baie de Smithtown, juste au nord du parc forestier de Sunken Meadows. Elles restaient immobiles pendant de longues périodes, puis changeaient de position de temps à autre, mais la plupart du temps, elles ne bougeaient pas pendant des heures.
Ces appareils ne clignotent pas, ils ne projettent que des lumières fixes, on dirait de petits soleils, allumés en permanence. Quand ces appareils commencent à se déplacer, on dirait une chorégraphie, ils échangent leur place. Et quelles sont les meilleures images d'après vous? Celles que j'ai filmées au-dessus des îles de Norwalk. Ces appareils flottaient très bas. Ils longeaient l'île et ils disparaissaient derrière les arbres. Vous avez déjà obtenu une assez bonne vision de ces lumières pour en discerner une forme? Grâce à mes jumelles, j'ai pu voir que c'était un appareil en forme de losange avec 2 phares avant. Le mouvement des lumières décrit par Mark correspond à celui d'une opération de surveillance. Les appareils se meuvent suivant des schémas planifiés, flottent sur les lieux et ne semblent pas pressés de les quitter. Il nous faut plus d'informations concernant ces objets volants et découvrir s'ils surveillent le laboratoire national de Brookhaven. Pourquoi sortez-vous autant pour voir les lumières? Que ce soit des ballons, des drones, des appareils expérimentaux, je veux bien, mais j'ai vraiment besoin de savoir ce que c'est. Comme Mark, je veux découvrir ce qui émet ces lumières. Elles ont beau ne pas clignoter comme celles d'un avion traditionnel, il y a tellement d'aéroports proches de Long Island que je veux vérifier s'il y a corrélation. Terence Mason est vidéo-analyste et sa spécialité est de découvrir la vérité des images. La plupart des vidéos d'OVNI qu'il analyse sont brèves et instables. Mais les vidéos de Mark sont différentes, car il détient des heures d'images méticuleusement classées. Il prend soin d'enregistrer le lieu de la prise de vue et prend beaucoup de notes intéressantes. Je dirais que c'est un témoin fiable. Nous avons ici un grand nombre de ces lumières. Ce qui est récurrent sur la plupart de ces vidéos, c'est que ces lumières sont stationnaires ou alors très lentes. Ce qui est assez effrayant, c'est que lorsque vous passez les images en vitesse accélérée, on a l'impression que ces lumières dansent et se déplacent selon des schémas préconçus, se suivent les unes les autres. C'est très intriguant. La première chose à faire quand on analyse une vidéo, c'est d'établir ce que j'appelle la ligne de vue. Où est le caméraman? Quel est son angle de prise de vue? Quel est le panorama et quelle zone il couvre? Cette carte synthétise les vidéos de Mark. Il a filmé sur 6 points le long de la côte sud du Connecticut. J'ai repéré ces points de vue. J'ai ensuite localisé tous les aéroports locaux et 6 de ces 7 lignes de vue sont dirigées vers d'énormes aéroports internationaux, tels que Republic, JFK et LaGuardia. Comme vous le voyez sur cette vidéo, on dirait un genre d'embouteillage aérien et les avions semblent attendre pour atterrir sur une piste. Est-ce que toutes les vidéos comme celle-ci filment des couloirs aériens? Non. Voici la vidéo la plus intéressante. Nous avons les mêmes réglages de caméra, les mêmes effets et une lumière forte qui semble suspendue dans les airs. Regardez. Wow. Je dois l'avouer, c'est vraiment très étrange. On peut voir à quel point ces appareils se déplacent rapidement et suivent tous un plan de vol identique. Ils flottent quelque temps, puis disparaissent derrière des arbres et un autre prend la place du premier, et ainsi de suite. Ils suivent exactement le même plan de vol. Cette dernière vidéo ne correspond en rien aux caractéristiques d'un appareil de vol commercial. Et la ligne de vue est différente, puisqu'elle est dirigée vers la zone de Norwalk et longe la côte, où il n'y a aucun aéroport. On ne peut pas les identifier grâce aux caractéristiques qui nous ont permis d'identifier les appareils des autres vidéos. Ils sont donc non identifiés. La dernière vidéo de Mark
nous montre des appareils qui apparaissent à une quarantaine de kilomètres du laboratoire national de Brookhaven, volant suivant un plan de vol répété qui suggérerait un tour de garde. Brookhaven a un long passé dans la recherche énergétique et peut-être aussi un tout aussi long passé à être surveillé par les ovnis. Pour en avoir le cœur net, nous avons recensé les signalements d'incidents suspects. Et l'un d'eux a particulièrement retenu notre attention. Un crash signalé près du laboratoire national de Brookhaven datant de novembre 92. Je suis Denise Gazowski. Dans la soirée du 24 novembre 1992, j'ai vu une étrange lumière éclairer l'intégralité du ciel. Il était 19 h environ, et puisqu'on était au mois de novembre, il faisait déjà complètement nuit. Et d'un coup, il faisait aussi jour que maintenant. Après ça, nous avons remarqué que les lumières dans les zones avoisinantes, dans les maisons, étaient toutes éteintes. Les gens sont sortis de chez eux, et les témoins semblaient pointer en direction du parc de South Haven. Le ciel est resté éclairé combien de temps? Dans les 10 secondes, assez longtemps pour ne rien comprendre de ce qui se passait. J'ai même dit à mon mari qu'il venait sûrement de bombarder New York. Depuis cette soirée, j'ai entendu énormément d'histoires concernant ce qui se serait passé au parc forestier de South Haven et dans les environs. Nous sommes avec Denise Gazowski, témoin qui a vu un énorme flash traverser le ciel le 24 novembre 1992. L'exacte même nuit où un appareil non identifié se serait écrasé dans le comté de South Haven, à 8 km seulement du laboratoire de Brookhaven. Tout le voisinage était dans le noir. Nous avons questionné la compagnie d'électricité et on nous a répondu qu'aucun problème n'avait été signalé cette nuit-là. Or, il y a eu une coupure de courant. Oui. Alors la compagnie d'électricité ne dit pas la vérité. Exactement. Je suis convaincue que quelque chose a été dissimulé au public. Parler à Denise a été très intéressant parce que son récit tient la route. Un événement anormal s'est produit cette nuit-là. De vives lumières dans le ciel, une coupure d'électricité dans tout le voisinage et un crash est signalé. Nous avons donc de vraies informations qui nous apprennent qu'un phénomène étrange s'est déroulé dans le coin. On peut facilement justifier la coupure, à la rigueur. Mais comment expliquer cette lumière dans le ciel ? D'après Denise et d'autres témoins, quelque chose a produit un énorme flash de lumière dans le ciel en 1992. Certains pensent qu'un ovni, exerçant une surveillance du laboratoire de Brookhaven, aurait été détruit en plein vol et ses débris seraient tombés sur le parc forestier de South Haven. Même si le parc a immédiatement été interdit au public, il pourrait toujours y rester des traces ou des preuves compromettantes.